Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de notre série éclairage consacrée à l'emploi. Quelle qu'en soit la cause, les récessions s'accompagnent généralement d'une combinaison de perte d'emploi, de gel d'embauche, de réduction de salaire ou d'heures. Au moment où Eurostat nous livre les dernières évolutions de l'emploi en Europe, en ce début d'année toujours marqué par la pandémie, nous avons souhaité nous interroger sur le marché du travail. Comment l'emploi s'est comporté en Europe en ces temps de pandémie, qui ont mis à l'arrêt des pans entiers de l'activité? Quels effets de la crise sanitaire sur l'emploi? Quelles réponses ont été apportées par les pays de la zone? Les caractéristiques des marchés du travail de ces grands pays ont-elles finalement joué dans cette crise et joueront-elles après? C'est à ces questions que nous nous proposons de répondre dans cette nouvelle session de notre série éclairage qui sera présentée par Philippe Villas-Boas et Tiano Brunello et moi-même. De par sa nature, dans le premier slide, de par sa nature, son ampleur et les réponses finalement qui ont été apportées, la crise du Covid, on peut dire, revêt une forme de singularité. Une singularité qu'on retrouve également et qu'on observe également dans ses effets sur le marché du travail. Comme vous pouvez le voir sur le slide, les phases de confinement qui se sont alternées au cours de l'année 2020 et les fermetures qui en ont découlé ont eu un impact significatif sur la valeur ajoutée, qui a reculé de près de 7% sur l'année et qui, au cours de l'année, a évolué de manière parallèlement a été corrélé aux différentes phases de fermeture et d'ouverture liées à l'épisode pandémique. Avec une première baisse au premier trimestre de 3%, un fort recul au cours du deuxième trimestre qui a été caractérisé par des fermetures plus marquées et des confinements plus stricts dans la plupart des pays européens, notamment en Italie, en France et en Espagne. Une reprise de la valeur ajoutée au cours du troisième trimestre qui a accompagné finalement la levée des mesures de confinement, la levée partielle des mesures de confinement et le rebond estival, puis un nouveau recul au quatrième trimestre de bien moindre ampleur que celui observé au deuxième trimestre, au printemps, du fait de la deuxième vague épidémique, qui a conduit à des confinements beaucoup plus légers, mais tout de même conséquents, mais qui ont permis la continuation d'une partie de l'activité économique. Comment s'est comporté l'emploi pendant la même période? Alors, ce qu'on peut voir dans la courbe bleue, qui est la courbe de l'emploi, que finalement, l'emploi a observé les mêmes évolutions, mais dans des amplitudes et des ampleurs beaucoup moindres, avec une baisse très limitée au cours du premier trimestre, un recul de 3% au deuxième trimestre, une légère hausse qui a accompagné finalement le rebond estival, et toujours une légère augmentation au quatrième trimestre, avec des amplitudes qui ont été globalement similaires dans la plupart des pays européens, bien que plus marquées dans certains, notamment en Espagne, où le recul de l'emploi sur l'ensemble de l'année a été équivalent à près de 4%, et en Italie de 2%, et moindre en Allemagne et en France, où on a observé un recul sur l'ensemble de l'année de l'emploi un peu plus modéré, de 1 et moins 0,9% pour la France, de 1 pour l'Allemagne et moins de 0,9% de la France. Alors même que dans ces mêmes pays, on a observé finalement des amplitudes de valeur ajoutée, de baisse de la valeur ajoutée sur l'ensemble des années qui étaient relativement conséquentes, avec à peu près, comme j'ai dit, 7% pour la zone euro, moindre pour l'Allemagne, moins 5,4%, assez conséquente pour la France, qui est assez paradoxale alors que l'emploi a très peu baissé, moins 8,2%, mais nous y reviendrons finalement avec Philippe, et assez importante aussi en Italie et en Espagne, moins 10 en Espagne, moins 6,8 en Italie. Donc la crise sanitaire, finalement, semble n'avoir pas eu d'impact sur le marché du travail si on s'arrête sur ces deux variables. Pas vraiment. Le slide suivant, qui montre finalement les heures travaillées, nous permet de mieux mesurer quel a été l'impact de la crise sur le degré d'utilisation du facteur travail, alors même qu'on a observé des fermetures d'une partie de l'activité. Et ils ont observé des évolutions qui sont finalement similaires, même en termes d'ampleur, à celles de la valeur ajoutée, avec un recul de près de 16% au deuxième trimestre et un redressement de 14% au troisième trimestre 2020. Les heures travaillées restent inférieures de 7,5% à leur niveau pré-crise. Donc on est vraiment dans des ampleurs qui sont comparables à celles de la valeur ajoutée. Sur l'ensemble de l'année, elles ont observé un recul de 8%. On est aussi dans une échelle comparable. Par pays, on retrouve finalement les mêmes amplitudes que je vous ai citées juste auparavant, avec une baisse assez marquée des heures travaillées en Italie et en Espagne,
moins 11,2, moins 10,4. Une baisse importante en France aussi, moins 9,2 et un peu moindre en Allemagne. Quand on regarde sur les différents trimestres de 2020, on observe finalement qu'on a des gradations. Mais ces gradations s'expliquent aussi par les différents degrés d'importance des confinements et le degré d'arrêt finalement de l'activité, qui a été beaucoup plus fort en Espagne, où le confinement a imposé l'arrêt d'une partie de l'économie considérée comme étant non essentielle. Assez important en France parce qu'il a été extrêmement suivi finalement, même s'il n'y a pas eu administrativement de fermeture de secteur productif. Il a été marqué en Italie où à peu près 50% de l'activité était soumise à des fermetures réglementaires et moindre en Allemagne qui finalement a subi dans une moindre ampleur ce premier choc sanitaire. Qu'en est-il du marché du travail? Finalement, de la variable qui importe tout le monde, qui est celle du chômage. On observe que, parallèlement, le taux de chômage, alors même qu'on aurait pu s'attendre à une hausse du taux de chômage au regard du choc de cette crise sanitaire, a baissé. Et a globalement baissé dans la plupart des pays de la zone euro, avec une baisse assez importante, notamment en Espagne ou en Italie, où on a observé des baisses historiques, notamment au deuxième trimestre, comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, pour légèrement augmenter un petit peu au troisième trimestre et se stabiliser au cours du quatrième trimestre. Est-ce que finalement, cette stabilité veut dire que la crise n'a pas de conséquences? La crise sanitaire n'a pas eu de conséquences sur le marché de l'emploi. Alors, on sait que cette stabilité en trompe-l'œil trouve une partie de son explication dans les mesures exceptionnelles de soutien qui ont été mises en place par les différents pays sur lesquels va revenir Philippe. Mais il y a un autre élément qui a été important, qui était assez intéressant à mettre en lumière, et celui lié à la hausse de l'inactivité. On a observé au cours de l'année 2020 une baisse du taux d'activité de près de 1 à 2 points dans la plupart des pays européens, qui finalement décrit un effet d'éviction d'une partie des actifs du marché du travail, qui s'est concentré principalement sur les populations déjà vulnérables que sont les femmes et les jeunes, et que l'on retrouve dans la plupart des pays, excepté l'Allemagne, et qui finalement exprime une partie, enfin un abandon pour une partie des actifs occupés et inoccupés, ou bien un abandon de leur recherche d'emploi pour cause de moindres opportunités, ou bien parce qu'ils se sont déclarés non disponibles pour d'autres raisons, telles que les gardes d'enfants, etc., parce que la crise a impliqué aussi la fermeture de beaucoup de soutien et de support, et ce qui a induit une sortie du marché du travail. Des flux que l'on retrouve beaucoup plus en détail dans les données sur les transitions pour l'année 2020 et qui sont assez intéressants puisqu'on voit que sur plus de 2 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail, seulement 410 000 sont passés qui ont quitté l'emploi, pardon. Seulement 410 000 sont passés de l'emploi au chômage et près d'1,7 million de personnes ont quitté le marché du travail et sont passées d'un statut d'emploi au chômeur à inactif. Donc, ce sont des phénomènes qui sont spécifiques à la crise, mais qui restent quand même relativement limités par rapport à ce qu'ils auraient pu être dans une situation où le choc réel n'avait pas été compensé par les mesures de soutien, et notamment le dispositif de chômage partiel généralisé sur lesquels va revenir Philippe plus en détail. Merci Sophia. Nous abordons maintenant la partie dédiée aux mesures de soutien à l'emploi. Alors le soutien public à l'emploi a été déterminant dans la résilience du marché du travail des pays de la zone euro. Principalement deux types de mesures directes ont été utilisées pour soutenir l'emploi. La première a consisté à interdire tout simplement le licenciement, qui a été largement appliqué en Italie et en Espagne. Et la deuxième concerne l'assouplissement du recours au chômage partiel, qui a été utilisé dans les 4 grands pays de la zone. Alors pour se donner un peu une idée de l'ampleur du dispositif, je vous invite à regarder le graphique de Gross qui retrace le chômage partiel au plus fort de la crise. Alors ce que l'on retient, c'est que la France arrive en tête en termes d'utilisation de chômage partiel. En deuxième position, c'est l'Italie en pourcentage de l'emploi total, puis ensuite l'Allemagne et enfin l'Espagne. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement cette hiérarchisation des pays dans le recours au chômage partiel, eh bien, on la retrouve également dans les ajustements sur l'emploi, avec la France ayant un recours limité à l'emploi et à l'inverse, l'Espagne ayant un recours assez massif
comparativement aux autres pays en termes d'ajustement à l'emploi. Ce qui montre finalement que le dispositif de chômage partiel a joué plutôt efficacement son rôle d'amortisseur de l'emploi. J'invite maintenant à regarder le graphique de droite sur l'évolution du chômage partiel. Plusieurs points sont à retenir. Premièrement, le recours au chômage partiel durant cette crise sanitaire a été absolument massif comparativement à la crise financière de 2009, même si à partir de l'été dernier, il s'est résorbé assez rapidement dans un certain nombre de pays, notamment en Italie et en Espagne, même si aujourd'hui il reste encore élevé en Allemagne et en France. On estime qu'à fin février-mars, en Allemagne, il y avait à peu près 3,9 millions de personnes au chômage partiel et en France, à la même époque, 2,1 millions de personnes. Autre élément important concerne la constitution de ce chômage partiel lui-même. On dit que pendant la crise financière de 2009, c'était essentiellement le secteur de l'industrie qui bénéficiait le plus du chômage partiel. Et bien, à partir de la deuxième vague de cette crise sanitaire, c'est davantage le secteur des services où on retrouve majoritairement le chômage partiel. Alors, en termes de générosité des dispositifs, les 4 grands pays ont plutôt des dispositifs assez généreux, même s'il existe une disparité entre les pays. C'est l'Espagne finalement qui ressort, entre guillemets, comme le pays le moins bien loti en termes de dispositifs, avec une durée d'allocation plus faible que les autres pays, même si certains secteurs ont bénéficié tout de même d'une allocation prolongée. En Espagne, on a également un taux d'indemnité plus faible qu'ailleurs, avec 70% du salaire net compensé. Les 2 pays qui bénéficient d'une indemnité plus élevée que les autres sont la France, avec 84% du salaire net, et ensuite l'Italie, avec 80% du salaire brut. L'Allemagne est dans une situation un peu différente des autres pays, dans la mesure où elle a une indemnité plus faible au départ, mais qui est croissante en fonction de la durée du dispositif de chômage partiel subi. Donc à partir du 4e mois, on bénéficie d'une indemnité passant à 70%, et en fait, à partir du 7e mois, cette indemnité passe à 80% du salaire. Alors bien sûr, ces mesures de soutien à l'emploi ne sont pas les seules mesures de soutien utilisées, même si en termes de mesures de soutien aux ménages, le chômage partiel ressort comme représentant 80% des dépenses allouées. D'autres mesures existent, comme par exemple les gardes d'enfants, les aides aux gardes d'enfants qui se sont avérées assez importantes, notamment en 2020 et qui ont persisté en 2021. Du côté des mesures de soutien aux entreprises, là aussi, on a eu plusieurs points qui sont venus soutenir l'emploi. Alors, plusieurs mesures ont été faites, le fonds de solidarité, les compensations en termes de chiffre d'affaires également. Toutes ces mesures ont pour but, évidemment, de préserver la liquidité des entreprises, éviter les faillites et éviter, évidemment, la hausse du chômage dans les différents pays. Alors, à terme, le retrait de ces mesures risque tout de même de renforcer à nouveau la hausse des faillites ainsi que la hausse du chômage dans les différents pays, notamment dans les secteurs qui sont les plus à risque, celui des services, qui ont massivement recours à des emplois temporaires, mais qui aussi cumulent davantage d'emplois moins qualifiés que dans les autres pays, que dans d'autres secteurs, ce qui veut dire que finalement, ils sont plus à risque de basculer en termes de chômage. Enfin, les différents pays ont également bénéficié de soutien de l'Union européenne à travers notamment le Fonds européen pour l'emploi, le Fonds SURE, qui a mis à disposition finalement une enveloppe de 75 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de la zone euro. À ce jour, 62 milliards d'euros ont été dépensés, principalement en Italie, en Espagne et en Belgique, qui représente à peu près 80% des dépenses, mais pas seulement. Le Portugal, la Grèce et l'Irlande continuent également de bénéficier de ces enveloppes. Alors pour résumer un petit peu la situation de ces mesures de soutien à l'emploi, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en termes de soutien public, finalement, le marché du travail espagnol est celui qui a le moins bénéficié des mesures de soutien, que ce soit à la fois des mesures directes via les aides au chômage partiel, mais aussi des mesures moins directes via les aides aux entreprises allouées, qui se sont avérées finalement assez faibles comparativement aux autres pays. Et ça se retrouve finalement dans les ajustements sur l'emploi, avec un recul de l'emploi plus marqué en Espagne que partout ailleurs. Enfin, le cas de l'Allemagne
et de la France, où, où les gouvernements ont puisé dans les finances publiques pour soutenir massivement l'emploi, que ce soit au travers des aides au chômage partiel généreuses et élargies, mais aussi à travers les aides aux entreprises qui se sont également avérées très généreuses. Et bien dans ces pays-là, on a effectivement affaire à un recul de l'emploi nettement plus faible et plus limité que ce que l'on voit dans les autres pays. Enfin, le cas de l'Italie, qui est dans une situation un peu intermédiaire, dans la mesure où elle a certes bénéficié des aides directes venant soutenir directement le chômage partiel. En revanche, en termes d'aide aux entreprises, on est quand même largement en deçà de ce dont on peut s'attendre comparativement à la taille du pays. Autre élément important, je disais tout à l'heure que le chômage partiel restait élevé encore en France et en Allemagne, à une petite nuance près, c'est qu'en France, il est essentiellement axé dans le secteur, dans le secteur des services, alors qu'en Allemagne, il est utilisé bien évidemment dans le secteur des services, mais encore de façon assez importante dans le secteur de l'industrie, ce qui semble suggérer que des problèmes structurels de plus longue date, notamment avant la crise sanitaire, eh bien, persistent encore. Je pense notamment à l'industrie automobile, où des difficultés existaient déjà en 2018 et qui finalement semblent encore, le secteur semble encore dans une situation encore délicate aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Je passe la main maintenant à Tiziano, qui va aborder les sujets des grandes caractéristiques du marché de l'emploi. Bonjour à tous. Philippe nous a très bien montré que les mesures de soutien à l'emploi ont été très importantes pour sa préservation, mais elles ne cachent pas pour autant des faiblesses plus structurelles du marché du travail dans certains pays. Donc, on peut commencer par noter dans les graphiques à gauche que l'Italie et l'Espagne ont un taux d'emploi structurellement plus faible. La France aussi, dans une moindre mesure, et que par contre en Allemagne, il est très élevé au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc cela peut s'expliquer en partie le cas allemand par des mouvements démographiques, enfin une croissance de la population qui a été très, très faible pendant les dernières décennies. Mais c'est vraiment la part très élevée des inactifs en Italie et un chômage structurel plus élevé en Espagne qui fragilise leur marché de travail. On peut voir aussi dans les graphiques à droite des données concernant le chômage des jeunes. Donc, encore une fois, l'Italie et l'Espagne plus affectées par une part très élevée des chômeurs de moins de 25 ans et également une part très élevée des jeunes qui ne suivent pas une formation et qui ne travaillent pas. Donc, si on passe à la slide suivante, on peut voir que ça serait intéressant d'analyser d'abord le chômage par durée puisque il est vraiment une porte d'entrée directe vers le chômage structurel. Donc, dans ce sens-là, on voit que l'Allemagne, l'Espagne et la France sont en-dessous de la moyenne de la zone euro. C'est vraiment l'Italie qui se démarque avec plus de 50%, donc plus de la moitié du chômage qui est le chômage de longue durée, donc un an ou plus. Ça, c'est un élément qui fragilise le marché italien parce que bon, les travailleurs qui restent éloignés de l'emploi perdent en compétences et peuvent éventuellement basculer dans l'inactivité qui est déjà très forte dans l'Italie, comme on a vu dans le slide précédent. En termes de chômage par niveau d'éducation, on voit qu'en Allemagne et en France, le chômage est plus concentré sur des travailleurs qui ont atteint un niveau d'enseignement postsecondaire non supérieur, ce qui, à l'heure d'aller chercher un travail, peut donner plus de possibilités. À l'inverse, qu'un marché du travail où les chômeurs sont plus concentrés sur des gens qui ont atteint un niveau premier, d'enseignement secondaire, ce qui est le cas pour l'Espagne. Donc voilà, on voit globalement dans ces deux graphiques que les marchés du travail de l'Allemagne et de la France sont plus résilients en termes de qualification et de durée. En Italie, c'est le chômage de longue durée qui pèse et en Espagne, le niveau de qualification qui se concentre sur des gens qui ont atteint les premiers niveaux d'éducation. Pour terminer, on va analyser une dernière donnée essentielle, c'est regarder la part des CDD et des CDI et des indépendants sur l'emploi, puisque les CDD et les indépendants sont naturellement plus exposés à des chocs économiques en raison de la durée limitée des CDD et du caractère plus cyclique de l'activité chez les indépendants. Dans ce sens-là, encore une fois, la France et l'Allemagne ont une part plus élevée des CDI dans l'emploi total, au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et on voit que le facteur qui fragilise en Espagne, ça serait une part élevée des CDD
et en Italie, une part élevée des indépendants. Donc, CDD, c'est 20% en Espagne, les indépendants, c'est presque 30% en Italie. En termes d'emploi à temps partiel, dans les graphiques à droite, on peut voir que en France et en Italie, ça représente 18%, un peu moins en Espagne et 14%. Donc, ces trois pays sont en dessous de la moyenne de la zone euro. Il faut noter également que l'emploi à temps partiel non volontaire concerne plus l'Italie et l'Espagne. Donc, plus de la moitié des travailleurs qui sont à temps partiel en Italie et en Espagne voudraient travailler plus. Cette part est un peu moins importante en France, 38%. Et le cas de l'Allemagne, il est très présent, l'emploi à temps partiel, donc 29%, mais largement non volontaire. Donc les gens en Allemagne, apparemment, ils choisissent de travailler moins. Cela se reflète aussi dans le nombre moyen d'heures de travail presté, qui est à 34,7 en Allemagne, largement en dessous de tous les autres pays, même de la moyenne de la zone euro. Donc voilà, pour résumer cette partie sur les éléments structurels, on peut dire que le marché de l'emploi serait donc plus résilient en Allemagne et en France, en raison de la part élevée des CI dans l'emploi, du niveau de qualification et d'un taux d'emploi structurellement un peu plus fort. Tandis que celui de l'Italie est pénalisé par un chômage de longue durée très présent, de nombreux indépendants et un taux d'inactivité très fort qui est alimenté par ce chômage de longue durée. Et dans le cas de l'Espagne, les nombreux CDD et un chômage structurel élevé. Donc voilà pour cette partie, je laisse la parole à Sophia pour quelques mots en conclusion. Merci beaucoup, Tiziano. Donc, comme l'a dit Tiziano, les spécificités du marché du travail permettent de mieux comprendre ce qu'on peut appeler les capacités excédentaires par pays, soit le réservoir caché du marché du travail qui comprend, outre le chômage qui finalement a peu bougé, les personnes en âge de travailler se déclarant indisponibles ou en sous-emploi. Sans surprise, on retrouve l'Italie et l'Espagne qui ont, comme l'a décrit Tiziano, des marchés du travail plus fragiles et plus axés sur du temps partiel et des indépendants et des CDD. Mais ces capacités excédentaires ont finalement augmenté un petit peu partout dans les pays européens. Ce que vous avez sur le graphique de gauche, ce sont les contributions aux capacités excédentaires sur le marché du travail en 2020. Et comme vous pouvez le voir, elles sont relativement importantes. Elles sont de 9% en Allemagne, alors qu'elles étaient de 7% en 2019. Elles sont à peu près de 22%. Elles sont de 16% en France et de 22% en Italie. Alors, ces capacités excédentaires constituent finalement, en fin 2020, elles sont bien au-dessus de leur niveau pré-crise. Elles se sont, si vous pouvez sur le graphique de droite, elles se sont résorbées en France et en Italie et en Espagne, où la reprise de l'emploi était rapide, mais elles restent relativement importantes en Allemagne, où finalement ce halo du chômage, même malgré après 2020 et le rebond du troisième trimestre, n'a pas absorbé finalement ces capacités excédentaires qui ont augmenté pendant les périodes de confinement. C'est ce que vous pouvez voir sur les courbes de droite qui représentent finalement ces capacités excédentaires auxquelles on a soustrait le taux de chômage. Pour conclure, et pourquoi parle-t-on de ça, pour conclure finalement sur l'ensemble de la présentation, on a des pays qui sont plus fragiles, avec des vulnérabilités qui perdurent, notamment en Espagne, où le marché du travail est plus flexible et s'est traduit par une hausse du chômage plus rapide. La crise a constitué un choc important, mais qui est masqué par des mesures extraordinaires qui ont figé le marché du travail et qui ne reflètent pas finalement les évolutions réelles de l'activité et la demande qu'on a en facteur travail, et qui, tant qu'elles seront présentes, ces mesures, tant qu'elles seront opérantes, ne permettent pas d'estimer les dégâts réels de la baisse d'activité sur les destructions d'emplois. En dépit de ces mesures qui ont été extraordinaires et qui sont finalement qui ont été relativement homogènes, même si d'ampleur différente dans tous les pays de la zone euro, on retrouve des spécificités propres à chaque marché, des vulnérabilités qui perdurent au-delà de la crise, qui ont été masquées finalement par cette période de crise et qui devraient jouer un rôle dans les ajustements des marchés du travail post-crise et qui vont aussi déterminer potentiellement quelles devraient être les différences entre les pays à la sortie de la crise. Une hiérarchie que l'on retrouve également dans ces capacités excédentaires, qui constituent à la fois un réservoir de main-d'œuvre en cas de reprise forte, mais aussi un réservoir de chômage potentiel si la demande en travail
fourni par la reprise, porté par la reprise, ne permet pas d'absorber un retour à la normale finalement de ces capacités excédentaires dans l'emploi, que l'on retrouve aussi dans ce qu'on avait dit par rapport à cette question d'inactivité qui a augmenté. Ah, bien sûr, avec des différences qui restent, des capacités excédentaires qui restent plus importantes en Italie et en Espagne, et qui sont un peu moins fortes en France et en Allemagne, où le marché du travail est un peu plus robuste, et ce qui permettra aussi de discriminer finalement les taux de chômage en sortie de crise. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On s'excuse aussi des petits désagréments techniques. On espère vous revoir bientôt dans notre prochaine session d'éclairage. Bon après-midi à tous, et puis j'espère à bientôt, et merci à tout le monde pour cette présentation. Au revoir.